Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sabrina Philippe. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin. Vous avez été nombreux à nous appeler hier au 39 21 et à réagir par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Serez-vous aussi nombreux ce soir ? Nous comptons sur vous. Cette émission est la vôtre. Amandine et Quentin sont là pour vous accueillir. Fifi est aux manettes. Tout est prêt. Il ne manque plus que vous, votre histoire, vos réactions au 39 21. C'est la libre antenne et c'est parti. Europe 1. Sabrina Philippe. Accueillons tout de suite. C'est Lou que nous accueillons tout de suite. Lou, oui, vous êtes avec bonsoir, nous ? Bonsoir Sabrina. Lou. Merci de me recevoir. Je suis ravie de vous parler. Et j'ai été très très heureuse de vous lire. Je vous remercie. Et, alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler ce soir ? Eh bien, comment est-ce qu'on peut appeler ça ? Mais une différence, comment dire ? Je suis plus sur la même longueur d'onde que mon compagnon. Voilà 15 ans que nous nous connaissons. Oui. Nous nous sommes rencontrés à des moments de nos vies où c'est bien tombé. C'était super parce que ça nous a permis de nous reconstruire aussi bien lui que moi dans des circonstances différentes. Lui étant veuf et moi divorcée. D'accord. Nous avons pris notre temps. Ça n'a pas été la grande passion tout de suite, mais j'adore mon compagnon. C'est quelqu'un dont je ne pense même pas me séparer parce que c'est mon pilier. C'est vraiment quelqu'un qui est dans ma vie. Oui. Mais par contre, il y a un décalage actuellement. Je viens d'organiser une grande fête avec énormément de monde pour ses 70 ans. Et alors, je ne sais pas si c'est ça. Mais je lui ai fait faire une grosse cagnotte pour partir voir des amis au Cambodge. Et il n'est pas plus enthousiaste que ça, alors que ça fait 30 ans qu'il en rêve. Et d'un coup, j'ai l'impression d'être en décalage total. Et moi, je me dis, mais j'ai 6 ans de moins, j'ai envie de vivre, de bouger, de faire des choses. Et j'ai l'impression d'avoir quelqu'un d'absolument placide en face de moi. Et ça fait combien de temps qu'il est comme ça, votre compagnon ? Justement, depuis quelque temps, je me pose la question, ça doit bien faire 3 ans, 4 ans, je sais pas. La retraite, alors est-ce que c'est la retraite ? Est-ce que c'est quelqu'un d'hyper charmeur, de très élégant, et puis d'un coup, c'est le djinn du jardin, Vous trouvez qu'il y a un laisser-aller, même Ah oui, total. Même physiquement, il se laisse aller ? Physiquement, oui, physiquement, enfin sur l'habillement, oui. Oui, d'accord. Ah oui. C'est plus quelqu'un avec qui je sortais, j'allais danser, voilà. Et d'un coup, je me rends compte, je sais pas ce qui m'en a fait prendre conscience, mais je me dis, mais bon, allez. Et donc, j'ai l'impression de ne plus trouver les arguments pour le stimuler à faire quelque chose ou à réaliser quelque chose. Il a pris sa retraite à quel âge ? Parce que vous disiez qu'il venait d'avoir 70 ans, parce que vous les avez fêtés avec lui. Oui. Il a pris sa retraite à quel âge ? 65 ans, il y a 5 ans à peu près. D'accord. Donc ça, finalement, ça cadre un petit peu avec ce que vous dites, c'est-à-dire que la première année, bien souvent, vous savez, pour la retraite, en général... Ça a été un petit coup de déprime. Oui. Mais on a l'impression d'être en vacances au début. Beaucoup de personnes disent ça, c'est-à-dire que ce sont des vacances au début. C'était pas son cas, ça a été parce qu'il avait tellement, son métier était tellement en contact avec les
les gens au quotidien avec beaucoup de déplacements et des choses comme ça, que ça a été plutôt le vide pour lui. Et il était en profession libérale, il a regretté d'avoir pris sa retraite. Il a dit si j'avais su, je travaillais un petit peu plus. D'accord. Donc effectivement, c'était pas. Il en rêvait de sa retraite. Et quand il l'a eu, finalement, non, c'était pas tout à fait ce qu'il avait idéalisé. Oui, c'est pour ça que je vous parle de vacances, bien souvent, parce que au tout début, le fait de se lever tard, d'avoir du temps, quand on a une activité professionnelle intense, ça peut être vécu justement comme un moment de détente. Sauf qu'en fait, ce moment-là, il dure. Oui. C'est-à-dire que passé 2 mois, ça commence à devenir long, 3 mois, et puis justement, après, peut s'installer une petite déprime. Oui, tout à fait. Donc finalement, ça cadre avec sa retraite, finalement, ce que vous racontez. Oui. Oui, puisque moi, j'ai pratiquement arrêté par choix en même temps pour qu'on soit ensemble. J'aurais pu travailler 2-3 ans de plus, mais bon, par choix, j'ai dit, on va faire plein de choses ensemble, on va pas vivre en décalé, donc... Et puis, au départ, il y a eu quelques vacances, quelques voyages à enfin, quelques petits voyages, mais bon, sans plus. D'accord. Et puis très vite, plus rien. Et puis, plus rien. Non. Le train-train, c'est-à-dire, on est dans un train-train très confortable, très rassurant, petit déjeuner, vaquer à ses occupations, voilà, le week-end les enfants ou les amis. Mais bon, je veux dire, pas de surprise, pas de projet à long terme, pas de... Voilà. Et vous trouvez qu'il cherche moins justement à vous séduire, c'est ça ? Je dirais pas ça. D'accord. Oui, dans un sens. Mais bon, est-ce que c'est fait pas partie aussi d'une vie au quotidien ? Bien entendu, mais parfois justement, on peut quand même garder des petits moments de séduction en faisant des surprises, en invitant l'autre. Ça, il le fait ? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est une chose qu'il faisait très très souvent. Mais oui. Organiser des surprises pour vos anniversaires. Ou... Maintenant, les anniversaires, là, depuis, je sais pas, 3-4 ans, ou même maintenant, il me dit qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire ? Choisis ce que tu veux, je te l'achète. Ça, Oui. Ça n'a plus de charme, quoi. En effet. Est-ce que vous en avez parlé avec lui, Lou ? Ah oui, alors on a eu... si je vous appelle, c'est parce qu'il y a quelques jours, on a eu... je me suis mise en colère, quoi. Quand je me mets en colère, c'est si jamais à moitié. Et donc, en fait, je lui ai pas dit parce que je peux être très... Je lui ai tout écrit. Et tout ce qu'il m'a dit, c'est « je comprends pas pourquoi on en arrive là ». Et je lui ai dit que j'avais l'impression de traîner un boulet, qu'il était dû avant l'heure, que je ne voulais plus de fin. Voilà, j'étais très, très acerbe. Oui, assez direct. Assez direct. Et il l'a mal pris ? Il en a été très malheureux. Il n'a pas plus mal pris que ça, mais il en est très, très malheureux. Mais il ne propose pas de dire si, il me dit mais qu'est-ce que décide, dis-moi ce que tu as envie qu'on fasse, on le fera. Voilà. D'accord. Je peux vous demander ce qu'il faisait comme profession avant ? Vous disiez profession libérale ? Alors, il était architecte de chantier. D'accord. C'est-à-dire qu'il concevait des chantiers, il allait les réaliser, mais sur une échelle assez importante. Oui, donc un travail important, certainement passionnant aussi. Voilà, beaucoup Oui, et puis bon, il y a toujours... comment dire, il rencontre quelquefois des amis qui sont encore en activité, voilà. Donc, c'est toujours... et puis bon, on se retrouve quand même quelquefois entre amis où les conversations tournent toujours sur ceux qui étaient avant. Oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'il fait de ses journées alors ? C'est ce petit train-train comme ça ? Il ne fait rien de particulier ? Écoutez, on a un grand jardin et jardine. Il y a des... Et c'est ça que je ne supporte plus, c'est des... Comment vous dire ? Je
sais pas si le terme existe, s'encrouter un petit peu, quoi. C'est-à-dire, avec le matin, on se lève à telle heure, on prend un petit déjeuner à telle heure, on regarde les infos, on va faire le jardin. Après, on lit le journal, puis on dîne. Enfin, voilà. Voilà, que moi, je ne supporte plus. Oui, tout un enchaînement de rituels comme ça. Voilà, et alors, c'est vrai que moi, il y a des fois, j'ai envie, mais allez, on va faire un tour, on va manger au resto, on va marcher, on va faire quelque chose. Mais non, il n'y a pas de motivation. Et bon, alors je m'en inquiète parce que je me dis, mais bon, est-ce qu'il y a quelque chose? Mais non, apparemment, il n'y a rien. Il y a vu le médecin il n'y a pas longtemps, il n'y a pas plus que ça. Hein. Oui, il est encore en forme. Ah oui, 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 il est en forme, il fait des tas de trucs hein, quand il est motivé pour un truc, un jour il va dire je vais repeindre cette pièce, il repeint la pièce, hein, c'est pas. Alors moi je pense, Lou, qu'il faudrait peut-être essayer de l'orienter lui, indépendamment de votre couple déjà dans un premier temps. Hein. Mais il y a un grand réseau associatif en France et il peut être utile aussi à d'autres. Il a peut-être un sentiment d'inutilité, vous voyez ? Quand on a fait comme ça un travail passionnant, qu'on a réalisé des choses, on peut avoir ce sentiment d'inutilité. Il a beaucoup, beaucoup été dans l'associatif humanitaire au moment du Cambodge, il y a quelques années, à accueillir, à aider. Il a beaucoup fait. Il a fait de la politique, il a fait de l'humanitaire. Il a eu une vie très, très, très riche. Eh oui. Mais ça, l'humanitaire, il pourrait continuer à le faire. Oui, oui, oui. Et c'est vrai que vous parlez de l'humanitaire. Moi, je me suis inscrite sur un coup justement de colère. Je suis allée en disant moi je veux faire quelque chose de ma vie. Donc je me suis inscrite sur une association humanitaire qui m'a répondu en disant envoyez-nous votre CV, votre parcours, en disant mais moi je vais partir à l'étranger, je ne peux pas continuer à végéter comme ça. Donc il pourrait partir avec vous parce qu'il sait ce que c'est qu'une mission. J'ai fait un voyage en Nouvelle-Zélande où j'avais des amis au début de l'année. Il devait venir avec moi jusqu'au mois de janvier. Au mois de janvier, il m'a dit « Oh, non, j'ai pas envie ». Donc, je suis partie avec une amie parce que je ne voulais pas... Parce que mes amis en Nouvelle-Zélande m'attendaient déjà. Et voilà, donc... oui. Oui, je pourrais partir, effectivement... Je pense que c'est cette piste-là peut-être qui pourrait le sortir de sa léthargie, vous voyez ? Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il a certainement besoin de se sentir à nouveau utile, de faire des choses pour les autres, mais qui ne soient pas des loisirs. C'est certainement pour ça qu'il n'est pas parti avec vous en Nouvelle-Zélande, parce qu'aller voir des amis, pour lui, ça ne doit pas être suffisant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Oui. Oui, donner un but. Donner un but, exactement. Une motivation. Oui. D'accord. Et le pousser à s'engager à nouveau. Oui, je crois que vous avez dit un terme là. S'engager, oui. Oui, il était engagé par beaucoup de choses. Oui, c'est un homme d'engagement. Vous me parlez de politique, vous me parlez d'humanitaire. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, j'avais pas vu les choses comme ça. J'avais ramené les choses à notre vie de couple, essentiellement, quoi. Et non, c'est pas c'est pas une question de couple ou de séparation de couple. Moi, c'est la personne avec qui je vis et avec qui je veux finir mes jours. Mais voilà, on n'est pas si vieux que ça. Donc, oui. Donc c'est pour ça. Vous avez encore de belles années devant vous. Voilà, c'est ce que je me dis. Donc effectivement, j'avais jamais envisagé les choses sous cet angle de dire pourquoi pas. Mais l'associer, oui, bien sûr, pourquoi pas. C'est-à-dire qu'en fait, il me semble que si lui va mieux dans sa vie, votre vie de couple va redémarrer. Oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui. Parce que, bon, enfin, je vais peut-être choquer, je sais pas. Pour moi, les enfants, les petits-enfants ne sont pas encore une finalité. Ils sont un bonheur de la vie, mais bon, on n'est pas là à disposition non plus 24 heures sur 24 ou en attendant. Voilà, il faut aussi que nous ayons notre vie, que voilà, on a nos projets, notre projection de vie, indépendamment de nos enfants, de nos petits-enfants. Bien entendu.
bien entendu. Moi, je vous dis, je crois vraiment que c'est sa vie déjà à lui, sa vie personnelle, sa vie active, Oui, oui. parce qu'on peut être encore actif après 70 ans. Bien sûr. Hein, Bien sûr. donc, c'est cette vie-là qu'il faut redémarrer, et votre couple va, à mon sens, redémarrer dans la foulée. Vous voyez? Mhm. Oui, Il va retrouver son énergie et sa pêche. D'accord. C'est vrai que égoïstement, je l'ai ramené à moi, mais Non, c'est pas égoïste du tout. Hein. On a des SMS là. Voilà, une personne qui nous dit, Anne-Lise nous dit, j'ai le même à la maison depuis 35 ans. Je déploie des tonnes d'énergie pour le faire bouger de sa télé et de son ordi. Je fais beaucoup de sport pour compenser. Courage, elle vous dit. d'accord. Hein. Ok. Mais voilà, je crois que c'est vraiment cette piste-là qu'il faudrait explorer. En lui disant, voilà, tu as encore plein de belles choses à faire. Tu peux être utile aussi à beaucoup de personnes. Oui. Parce que justement, en plus, il a cette expérience. Oui. En plus, il l'a. Donc, donc il peut vraiment être utile. Ah oui, parce que c'est quelqu'un de très, très humain et vraiment, il a des qualités extraordinaires. Il a des qualités d'accueil, d'humanité, vraiment incroyables. Donc, c'est vrai que... Bah, c'est ces qualités-là qu'il n'arrive plus à mettre justement en pratique, vous voyez. Oui. Et du coup, Oui. ça l'ampute d'une partie de lui-même, c'est-à-dire qu'il est plus tout à fait lui-même. Non, il n'est plus tout à fait ce qu'il était, effectivement. Il n'est plus tout à fait lui-même. Vous avez raison, c'est quelque chose que je ne voyais pas du tout comme ça. Oui. Donc, essayez de le pousser justement sur... Écoutez, dès demain matin, je vais réfléchir, dès ce soir même. Oui, parce que vous l'aimez, hein, ça s'entend dans votre voix que vous l'aimez, cet homme-là. Ah de toute façon, je ne conçois pas mon avenir sans lui, quoi, mes vieux jours sans lui, de toute façon. Et c'est vraiment quelqu'un, mais c'est quelqu'un d'extraordinaire, je veux dire, il a un sens de l'accueil, de l'humanité, c'est vrai que, mais voilà, je ne le reconnais pas, voilà. Je ne reconnais pas l'homme que j'ai rencontré il y a 15 ans. Bah, c'est ça qu'il faut lui dire. Qu'il est extraordinaire, que vous ne le reconnaissez pas. Oui, c'est peut-être ce que je n'ai pas su lui dire. Au lieu de me mettre en colère, c'est vrai que... Non, mais ça fait partie aussi de cette transformation que vous avez à vivre ensemble. C'est normal d'être en colère, c'est normal il n'y a pas à vous en vouloir pour ça. Mais vous pouvez aussi lui dire avec d'autres mots. Bien sûr. En lui disant justement ce que vous m'avez dit ici, il est extraordinaire. Voilà. Tu es extraordinaire. J'ai envie de retrouver l'homme extraordinaire dont je suis tombée amoureuse. D'accord. Et je sais que tu peux le faire parce que tu as encore plein de ressources, d'énergie. Et cette énergie, même si le jardinage, ça peut être agréable, tu pourrais la passer même à jardiner ailleurs pour... voilà. Tout à fait. Oui, d'accord. Okay. D'accord. Eh bien, vous êtes super. Merci. C'est moi qui vous nous tiendrez au courant, hein. On espère que ça va marcher. D'accord. Je vous remercie infiniment. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, Lo. Toutes vos confidences à Sabrina Philippe au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Et c'est Pierre maintenant qui nous rejoint. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Je suis ravi de pouvoir vous parler. Bah écoutez, je suis ravie également. Parce que je suis passé avec depuis quelques années avec toutes vos collègues, donc voilà. D'accord. J'ai beaucoup de chance. Alors, qu'est-ce qui vous amène à nous appeler là ce soir? En fait, voilà, parce que vous faites moi j'ai un peu plus de 60 ans. Bon, dans ma tête j'en ai 15, mais ça c'est une autre chose. Je suis hyper fleur bleue. Je dresse un petit peu le tableau. Je suis hyper fleur bleue. Et moi, je rêve d'une belle histoire d'amour. Je rêve de dîner aux chandelles. Je rêve de château en Espagne, de pique-nique au bord de l'eau. Enfin voilà, d'avoir des fous rires. Donc tout ça, oui, c'est peut-être à plus de 60 ans. Je ne sais pas si c'est encore possible. Mais pourquoi ça serait pas possible, Pierre? Je sais pas. J'ai des histoires, mais qui fondent comme neige au soleil. Donc voilà, des fois ça me déprime.
alors que je suis quand même je suis un bon vivant, j'adore donner, j'adore faire plaisir aux gens, je suis toujours ouvert à tout le monde, mais voilà, je fais plein de choses, voilà. Alors, quand vous avez appelé les autres fois, c'était aussi parce que vous étiez seul ? Pareil, c'était pas autre fois, mais alors des fois c'était très varié. C'était entre parenthèses, je résume un petit peu pour dire que j'avais perdu ma maman il y a quelques mois. Parler du film de Dalida parce que j'avais envie d'en parler. Et puis dernièrement, j'ai passé parce que j'ai raconté le cowboy et le renard à la mode Louis de Funès. Donc c'était très varié, vous voyez. D'accord. Mais comme j'aime bien apporter un peu de un peu de soleil aux gens, donc j'aime bien toujours un petit peu faire rêver un peu les gens. Enfin, je sais pas si ça va les faire rêver, ça, mais c'est pas, voilà. Donc. Mais là, ce qui vous préoccupe ce soir, c'est votre solitude, c'est ça ? Ben, ce qu'il y a, c'est que je fais plein de choses, comme avec la personne qui était avant moi. Moi, je suis à la retraite depuis 5 ans, mais je fais plein de choses. Je me lève aux aurores, je me couche à point d'heure de la nuit. Je fais plein de choses. Je fais des confitures que j'emmène à des gens. Enfin, je m'occupe de mes poules. Enfin, je fais plein de choses comme ça. Mais c'est au niveau sentimental, quoi. C'est pas le top. Et des fois, ça me déprime un peu parce que je me dis les années passent et est-ce que ça arrivera, voilà. Donc. Et pourquoi ça n'arriverait pas ? Qu'est-ce qui vous fait penser que ça n'arriverait pas ? Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vécu une vraie histoire d'amour ? Oh là, une vraie histoire d'amour. Alors là, c'était une histoire, c'était comme une place au soleil avec Montgomery Clift et Elizabeth Taylor. C'était dans les années 80 où je suis parti en Espagne. Comme ça, sur un coup de tête. Et je suis arrivé en plein mois d'août en Espagne, sans réserver d'hôtel, sans rien. Je peux vous raconter. Hein, oui, bien sûr. Et en fait, je suis arrivé donc je suis rentré dans un restaurant. Puis j'ai dit, ben voilà, j'ai un problème, non possible de dormir et tout. Puis le monsieur du restaurant me dit, il n'y a aucun problème. Le soir, après la fermeture, vous pouvez dormir je vous laisserai la clé. Vous pourrez dormir dans le couloir du restaurant. Ça faisait un petit peu olé, mais bon, tant pis. Et puis le lendemain, en échange, il fallait par contre que je prenne mon repas de midi, ce qui était tout à fait normal. Et puis le lendemain, il y avait 3 personnes à une table. Et moi, j'étais tout seul dans mon petit coin et tout. Et dans les 3 personnes, il y a un monsieur qui m'a dit Polaki. Enfin, il m'a fait comprendre qu'il fallait venir vers lui. Et puis, depuis ce jour-là, on est restés 3 semaines ensemble. Et c'était bonheur total. J'y pense comme si c'était hier, alors que c'était dans les années 80, c'était en 81. D'accord. C'était génial. Ça vous a énormément marqué, cette histoire. Ah oui, il y a eu une... Enfin, c'est un peu... Quand j'en parle sans arrêt, parce qu'un jour, on est allé à la Playa de la Muerto, c'est un nom un peu, voilà. Et moi, je ne savais pas nager, puis j'ai voulu faire un petit peu le 4 coups, entre parenthèses, et je me suis mis sur la colchonnette, c'est-à-dire le matelas pneumatique, et puis je me suis un peu endormi au soleil, et je suis parti, et puis un coup, j'avais plus pied, j'ai failli me noyer, et j'étais là, complètement tout émoustillé dans l'eau, et je criais « Pedro !» Et puis il s'est jeté à l'eau et tout, et il m'a ramené sur la plage. Tout le monde nous regardait, on serait cru dans un dans un remake. Dans un film. Alors Pierre, ça va être bientôt le Flash Info, mais vous restez avec nous pour qu'on puisse continuer, bien sûr, à discuter avec vous et puis surtout essayer de trouver quand même des solutions pour vous. En tout cas, que vous puissiez changer il y a sûrement un problème sur l'avenir de moi. De changer de point de vue, en tout cas, déjà. On vous retrouve tout de suite après le Flash. C'est très, très, très gentil à vous. Ensemble et en direct jusqu'à 1h du matin et nous attendons vos appels au 39 21 et puis vos réactions au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et nous étions avec Pierre juste avant ce Flash Info qui nous expliquait justement qu'il avait une histoire d'amour qui l'avait marqué.
et que depuis, il était seul. Vous êtes toujours avec nous, Pierre ? Mais bien entendu, plus que jamais. Bon. Donc voilà, mais je pense que ça va venir de moi. Mais moi, peut-être que je suis trop demandeur. Hein. Je suis peut-être trop rêveur. Je me dis, tiens, je vais rencontrer quelqu'un. Et à chaque fois, il n'y a pas cette magie, tout ça. Enfin, je sais pas, je veux dire... Mais moi, je rêve trop. Je rêve d'un dîner aux chandelles, il n'y en a jamais. Enfin, oui, il y a plein de choses comme ça. Oui, je suis peut-être trop dans le rêve. C'est-à-dire qu'il faut un petit peu de réalité pour faire une histoire aussi, oui, Pierre. C'est vrai, d'accord. On peut rêver ensemble, mais cette histoire, on la vit dans la réalité. D'accord. C'est vrai. Vous pensez pas ? Mais je sais pas. Je me dis, est-ce que ça va encore m'arriver, quoi ? C'est pour ça que c'est vrai que je garde cette image des années 80, comme, je sais pas, comme un petit trésor, voilà. Mais bon, voilà. C'était drôle parce que cette personne en fait, j'ai appris quelques mois après que cette personne était mariée. Comment, enfin, c'est pas grave. Hein. J'ai vécu 3 semaines de bonheur et tout, total et tout. Voilà. Donc voilà. Ouais, mais maintenant c'est un petit peu loin, voilà. Cette histoire. C'est un petit peu loin, voilà. C'est ça, voilà. Mais bon, peut-être qu'après, voilà. Vous savez qu'on a eu un auditeur, c'était pas hier, c'était avant-hier, Jean-Claude, qui est tombé amoureux à 69 ans. Tout à fait, mais c'est vrai. Il part à Venise tout seul et il tombe amoureux là-bas. C'est génial, ça, c'est génial. Donc, vous voyez, vous avez 63 ans, il en a 69, tout est possible. Tout est possible, non, mais c'est vrai. Mais des fois, ça me déprime un peu. Parce que je me dis, on fait des rencontres, mais peut-être que ça vient de moi. Hein. Peut-être que, voilà, j'en ai peut-être trop, je sais pas. Peut-être que ça fait peur aux gens, peut-être, je sais pas. Il y a tout ça, quoi. Enfin, voilà. Peut-être qu'en effet, votre façon, c'est bien de vous interroger sur vous-même, parce que la solution, elle est certainement là. Tout à fait. Bon. Donc, si ça venait de vous, à votre avis, ça serait quoi ? Je suis peut-être trop... Pas aussi, parce que je me suis quand même arrangé, quoi. Enfin, amélioré, on va dire. Mais... Ouais, je suis pas assez souple, enfin, je suis pas assez léger pour rencontrer quelqu'un tout de suite. Quand ça se passe bien, je veux dire, j'aimerais, puis après plouf, ça. Vous allez trop vite ? Vous mettez trop de pression ? Ouais, peut-être ça finalement, ouais. Vous le voulez trop, quoi. Exactement, c'est ça. Vous avez trouvé le mot, voilà. Pas bon, donc, puis il y a aussi la peur de vieillir, mais ça c'est un autre problème. Pardon, j'ai pas compris ce que vous dites. Il y a la peur de vieillir. Oui, la peur de vieillir, oui. Mais par contre, ce matin, on m'a dit quelque chose. On m'a dit, mais vieillir, c'est vivre. Et finalement, ça m'a fait un tilt. Je sais pas pourquoi, ça m'a fait tilt. Je trouve que c'est vrai, finalement. C'est une belle phrase. Vieillir, c'est vivre. C'est une très belle phrase. J'ai trouvé ça sympa. Parce que, dernièrement, j'ai perdu une ancienne collègue de 59 ans, qui était vraiment une petite fleur plein d'étincelles, qui riait tout le temps. Et je me dis que finalement, elle n'a pas eu cette chance d'arriver à 63 ans. Donc voilà, c'est tout ça. Enfin, ça n'a rien à voir, mais bon. C'est peut-être la peur qu'il faut enlever, Pierre. D'accord. Vous voyez ? La peur de vieillir. La peur de vieillir, la peur d'être seul, la peur qui fait que peut-être, à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, vous mettez tellement de pression que l'histoire n'a pas le temps de se développer. Voilà, je les étouffe ou ils sauvent. Non, mais c'est vrai. Mais je suis peut-être trop rêveur. J'en demande peut-être trop. Non, je pense pas que ça ait à voir avec le rêve. D'accord. Vous voyez ? Parce que être rêveur, faire rêver l'autre, ça peut être aussi une belle façon de commencer une relation et même de la poursuivre. Donc c'est pas tant le rêve, peut-être que cette peur qui vous taraude et qui vous fait avoir peut-être des comportements en effet qui peuvent faire peur à l'autre pour le coup. Oui, tout à fait, mais c'est vrai. Donc voilà. Bon, mon cas n'est pas désespéré, mais je pense qu'il faudrait quand même que j'en parle à quelqu'un, de professionnel, pour que j'en parle. Mais c'est une bonne idée. Si vous avez appelé la libre antenne plusieurs fois, c'est que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Je pense, oui. Mais j'aime bien aussi, je veux dire, une fois j'étais parti pour parler du film de Dalida, ça n'a rien à voir. Oui, bien sûr. J'étais tellement dedans que j'avais envie d'en faire profiter les gens. Je comprends. Je comprends, mais derrière tout ça, vous avez envie de comprendre et vous avez envie de vivre une belle histoire d'amour et vous vous demandez pourquoi ça fonctionne pas. Parce que là, l'histoire que vous racontez, elle est un peu ancienne quand même. Oui, je sais bien, mais elle est intacte. Elle est intacte, oui, elle vous a marqué. Il y a des rencontres qui nous marquent comme ça. Oui. Et
un tout petit détail qui est rigolo, c'est qu'en fait, quand j'étais dans l'eau, j'ai perdu mes chaussures en plastique, là, je sais plus comment ça s'appelle, des espadrilles. Et il m'a donné des siennes et il a marché 4 ou 5 kilomètres sur la terre brûlante et les cailloux brûlants pour rentrer à l'hôtel. Donc c'était beau, ça. Oui. Il faut que j'arrête. Mais vous pouvez encore le revivre, mais ça ne tient qu'à vous. Voilà. Vous voyez, Okay. Ça ne tient qu'à vous. Et je crois que justement, Jean-Claude nous l'a montré, c'est-à-dire que... Ah, c'était super. Ben oui. Tout à fait. Donc c'est possible, mais ça ne tient qu'à vous. Et en effet, si vous... Parce que j'ai l'impression que vis-à-vis de cette histoire, si vous voulez, vous cristallisez, comme on dit, un petit peu autour, quoi. Je pense aussi, oui. Hein? Mais voilà, bon. Mais c'est vrai que donc c'est pas dramatique. Pas du tous tout. ces jours, vous avez des gens qui ont des gros problèmes. Je me dis à côté, moi, c'est quand même pas, voilà, c'est pas la mer à boire. Non, mais le fait d'être seul, c'est un problème. Ouais. C'est pour ça que j'ai envie de, comme je disais avec Caroline Veil, moi, ce que j'ai trop envie, c'est de faire partie d'une troupe, parce que moi, j'adore raconter des sketchs, raconter des histoires. Moi, je pars dans mes délires et tout, j'adore ça. Je fais Lukaku, je fais Madame Sarfati, enfin, tout ce qu'on veut. Jacqueline Maillan, par exemple. Tout ça pour donner du bonheur aux gens et recevoir en échange, vous voyez. Oui. Ça, par contre, quand je fais ça, il pourrait en arriver n'importe quoi, ça me fait rien. Là, je passe du coq à l'âne. Ce qu'il y a, c'est que moi, je suis un peu très éparpillé. Hein. Je reconnais. Donc, voilà. Moi, je pense que ça, pour essayer de vous regrouper, puisque vous me dites que vous êtes éparpillé. Ah oui, je reconnais. Dans ma vie, je suis très éparpillé. Bon. Je pense que c'est une bonne idée d'aller voir quelqu'un. D'accord. Ne serait-ce que quelques séances, c'est pas, je vous parle pas d'un travail sur le long terme, vous voyez. Ah oui, voilà, d'accord. Mais juste déjà comprendre ce qui se passe. D'accord. Et puis peut-être changer un peu votre comportement. Voilà, et l'amour, et l'amour pourra venir comme ça. D'accord. Ça serait une bonne idée. Ce serait une bonne idée. Ok, bah écoutez, c'est parfait. Bon. Non, mais je vais le faire parce que je le dis, mais là, il suffit que quelqu'un d'autre me le dise, vous voyez. Oui. Enfin, je veux dire, de voir quelqu'un, comme vous me poussez à le faire, ah ben, je le ferai plus. Quoi. Eh ben, tant mieux. Ok. Ah ben, je suis puis, bien contente alors. Ah ben, ok, ben, ça je le ferai. Puis je vais juste, après je vous laisse tranquille, juste dire que je rappellerai certainement Caroline Veil un de ces jours pour lui raconter le sketch de Jacqueline Maillan d'éducation. Parce que c'est très sympa et ça va faire rire les auditeurs. Donc ça c'est prévu. D'accord. Merci à vous. Merci Pierre. Et belle puis, soirée. Bonne soirée à tous les auditeurs. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Et c'est Marie qui nous rejoint. Bonsoir Marie. Bonsoir Sabrina. Alors, qu'est-ce qui vous a décidé à nous appeler ? Eh bien, j'ai rédigé quelque chose pour être sûre de ne pas trop perdre le fil parce que même à moi ça paraît compliqué. Donc voilà. Le 9 février 2016, donc l'année passée, j'ai pris la décision de divorcer. Ça, c'est quelque chose qui menaçait depuis un moment et j'attendais que ma dernière fille ait une situation professionnelle pour pouvoir lâcher, quoi. D'accord. Donc elle m'a annoncé la réussite à son concours et là je savais qu'elle était tirée d'affaire financièrement et qu'elle aurait un CDI. Donc voilà, elle a toujours travaillé mais c'était un petit peu l'oiseau sur la branche, c'était un petit peu compliqué jusque-là. Et là, c'était un mardi et je me suis dit bon, je vais attendre quand même le samedi pour dire à mon mari que cette fois-ci c'est fini, quoi. Là que vraiment j'étais à bout. J'ai été mariée 36 ans, nous avions vécu un an ensemble, donc 37 ans de vie commune et le samedi 13, donc j'ai pas osé parler divorce tout de suite. Je lui ai dit voilà, je veux faire un break. Je veux qu'on prenne du recul. Et puis bon, je venais encore de subir une scène, donc voilà. Et du coup, comme d'habitude, il s'est moqué de moi, quoi, en me disant et comment tu vas faire. Et puis après, il m'a dit, et puis de toute façon, ce matin, on doit aller acheter un cadeau à notre fille pour son concours. Donc en gros, c'était pas à l'ordre du jour de parler de break. Sauf que sans
j'ai vraiment trouvé le courage en moi de le faire, ce break, et d'arrêter d'agir un peu en soumission, quoi. Et donc, bon, sauf pour le linge, parce que fallait vraiment que je m'occupe du linge, quoi. Et bon, il n'était pas capable, donc voilà. Et en fait, le 7 avril qui a suivi, donc moins de 2 mois après, il était admis aux urgences psychiatriques du gros hôpital de notre secteur, oui, à la demande de son employeur. Alors, je précise que son employeur a connu différents cas de suicide. Et donc, je pense avec le recul que dès qu'un de leur personnel manifeste des troubles, le service médical doit avoir peut-être des consignes, j'en sais rien, ce qui me paraît normal, hein, aussi de la part de l'employeur. Donc, c'est l'hôpital qui m'a appelée sur mon lieu de travail en me disant, voilà, on vient de prendre votre mari en urgence, voilà, donc... Ben, évidemment, je lui ai apporté de quoi le soir oui, pour sa première nuit. Et on ne reste pas apparemment longtemps. Au bout de 3 jours, il a été transféré pour un séjour en hôpital psychiatrique qui a duré quelques mois. Pour mieux comprendre, il avait menacé de se suicider ? Ben voilà, ça faisait depuis le début qui me menaçait de ça, quoi. Et alors vous avez quitté le domicile ? Non, pas du tout, parce que alors voilà, je peux pas quitter mon domicile parce qu'il est lié à ma fonction. Il est lié à votre fonction. J'ai un logement de fonction. D'accord. Oui, j'ai un logement de fonction dans l'administration, donc je peux pas quitter mon domicile. Mais donc je suis toujours évidemment dans mon logement. Et en fait, j'en ai pas démordu et j'ai quand même présenté ma requête en divorce le 18 mai 2016. Nous sommes allés au tribunal parce que c'est très long, le 10 janvier seulement 2017 et il s'est opposé au divorce. Alors, bon, selon la loi, il faut que j'attende qu'il n'y ait plus de lien tangible du mariage pour être divorcée au bout de 2 ans, après la non-conciliation. Et l'arrêté de non-conciliation, il est du 24 février 2017, donc avec 2 ans plus tard, ça nous mène à février 2019. Et avec le temps de la procédure, je pense que septembre 2019, je devrais être officiellement divorcée. D'accord. Donc mes enfants avaient 28 et 32 ans lors de ma requête en divorce et ils n'ont vraiment pas compris ce que j'ai fait. Car depuis le début, je fais toujours comme si tout va bien, quoi. Donc je pense qu'ils n'ont pas... Il y a 2 ans en arrière, mon fils avait pressenti qu'il y avait quand même des choses qui n'allaient pas du tout et il nous avait demandé de faire un effort. Marie, qu'est-ce qui vous a amené ? Parce qu'on sent que c'est très difficile là pour vous. C'est pour ça que je vous ai laissé parler sans vous interrompre au début, voilà, parce qu'on sentait que c'était compliqué pour vous. Oui, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées. Déjà, mes enfants m'ont tourné le dos, mais comme j'écoute régulièrement votre émission, je sais que j'ai bien compris que les enfants ne peuvent pas pardonner à leurs parents, que c'est pas du tout une question d'âge. Et donc là-dessus, je m'en veux beaucoup parce que j'aurais pu divorcer il y a bien longtemps. Ça n'aurait pas empêché le gâchis. Et surtout, je suis d'une famille où moi j'ai été éduquée dans une famille où ce sont les catins qui divorcent. Les autres, elles restent mariées, quoi qu'il en soit. Donc, oui, enfin, on a un peu dépassé cette époque quand même là maintenant, Marie. Pas pour tout le monde. Je sais pas pour tout le monde, mais dans la société en tout cas. D'accord ? Oui. Non, mais c'est important de le voir aussi sous cet angle, vous voyez ? Parce qu'avec le nombre de divorces, de femmes divorcées qu'il y a, ça ferait beaucoup de catins. Je vous le dis quand même, passage. C'est pas parce que c'est la vision de votre famille que c'est une vision juste. Oui. Alors là,
ce qui m'amène vraiment ce soir, qui m'a décidé à vous appeler, c'est déjà tout le secours que j'entends qui est porté aux gens qui téléphonent de nombreuses façons. Et c'est surtout que, du coup, comme il ne peut plus avoir ce comportement avec moi, j'ai peur qu'il l'ait avec les enfants. Et ça a démarré dès sa première sortie d'hôpital. Il a commencé à les empoisonner, quoi. Sur le coup, ça paraît que c'est rien de méchant, mais à la longue, c'est usant. Donc, il avait même repris à travailler à un moment, à ce que j'ai vu et su. Parce que là, vous n'habitez plus sous le même toit. Ah non, non. Et non, il est parti de la maison directement en hôpital psychiatrique. Alors là, ça a été compliqué parce que moi, je croyais que les docteurs allaient me dire il faut qu'il ait un traitement. Bon, après, j'ai découvert que, arrivé fin juin, il n'avait toujours pas dit au psychiatre qu'il le suivait que j'avais demandé le divorce. Donc, la seule psychiatre qui a accepté de me recevoir, et je lui ai dit, je n'ai vraiment pas souhaité ce qui arrive, etc. Elle me dit, mais de quoi vous parlez, quoi? Et elle me dit, mais attendez, votre mari n'a jamais dit qu'il y avait une procédure de divorce engagée, et ça, apparemment, c'était assez contradictoire avec les soins qu'elle pouvait lui prodiguer. Et elle m'a surtout dit qu'il était hospitalisé à sa propre demande. Mmh. Donc ça m'a vraiment fait un choc aussi, quoi. J'ai vraiment été choquée de Marie, ça. est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vécu durant vos 37 ans de mariage? Qu'est-ce qui vous a amené à compter les jours de cette façon-là? Quand vous commencez à nous raconter votre histoire, vous comptez les jours pour pouvoir vous séparer de cet homme. Qu'est-ce qui était insupportable? Tout. Les humiliations, surtout. Les humiliations, c'était insupportable. Il y avait de la violence? Non, pas physique, jamais. Morale? Verbale? Oui. Et tout ce que vous faites, ça va jamais, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors vous faites tout le temps pour que tout soit parfait, au sens que la personne veut donner à la perfection, parce qu'il peut y avoir plusieurs sortes de perfection. Et puis de toute façon, au bout du compte, ça va pas quand même, quoi. Donc c'est lassant, c'est usant, c'est fatigant, puis il en sort rien, quoi, je veux dire. Et puis vous, ça vous a complètement épuisé? Je n'en pouvais plus. Je n'en pouvais plus. Et là, ce qui m'ennuie, c'est que j'ai l'impression qu'il commence à faire la même chose avec nos enfants. Et surtout, j'ai une petite belle-fille adorable. Et je sais qu'il l'appelle jusqu'à 5 fois par jour. Et ça, je ne sais pas comment empêcher ça. C'est pour ça que j'appelle, parce que moi, j'ai pas réussi. Bon, moi, j'étais pas positionnée pour l'empêcher, mais elle a rien à voir. Elle lui doit rien. Donc, Marie. Là, je pense qu'il va falloir penser à vous. Et seulement à vous pour vous en sortir. Et en plus, je me dis que c'est une personne qui souffre et je l'ai laissée face et seule à sa souffrance aussi, parce qu'on n'est pas comme ça si on va bien. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, je comprends. Une personne qui va bien, elle ne va pas revenir 3 fois sur le torchon qui est mal plié ou sur que je raye la boîte à gants avec mon sac à main ou des trucs comme ça dans la voiture. Une personne qui va bien, vous voyez, donc... Oui, Marie, mais là... Donc, en même temps, je me dis... Il y a un nom pour ça, vous savez, hein? Parce que là, ça fait partie des violences conjugales.
Alors, elles ne sont pas physiques, ces violences? Non, elles sont verbales. Je ne jamais dire ça, jamais. Oui. Mais c'est quand même de la violence. Alors que votre mari aille mal, certainement. Voilà, c'est ça, quoi. Mais ça l'a pas aidé en fin de compte. Ah, ben ça l'a pas aidé, non, mais surtout, en fait, il vous en a fait beaucoup du mal, aussi, Marie. Mais ouais, j'ai écrit un cahier entier parce que je pensais que dans ma famille, on allait, et ça s'est d'ailleurs mal passé, heureusement j'ai une toute petite famille parce que sinon ce serait insupportable, mais j'ai tout écrit, tout ce qui me revenait à l'esprit au fur et à mesure. Parce qu'il fallait que... Je me suis dit, si où on tait tout, où on dit tout, mais on ne peut pas rester à dire qu'une... Là, je bribe des choses, quoi. Bien Et sûr. ça, Bon, après, de toute façon, comme on m'a tourné le dos, j'ai même pas à me justifier, quoi. Déjà, il vous a fallu beaucoup de courage pour partir. Mais oui. Beaucoup. En fait, je pense que quand j'ai su qu'il était hospitalisé de son plein gré, ça m'a vraiment fait du mal parce que pendant des années, les fois où ça allait bien, parce que il y a des fois où ça va quand même, faut pas dire le contraire, j'essayais de lui dire, je ne peux pas t'aider. Je peux t'aimer, mais je ne peux pas t'aider. Il fallait... Vous voyez, on peut aimer une personne qui a le cancer, mais on ne peut pas lui guérir son cancer. Vous voyez, enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais néanmoins, vous voyez. Et le peu de fois où ça allait bien, je me disais, il va peut-être m'écouter, il va peut-être aller de lui-même voir les bonnes personnes pour se faire aider, etc. Là, il rentrait après dans des colères pas possibles en me disant que je gâchais le moment un peu sympa qu'on venait d'avoir, alors que... Oui, de toute façon, c'était toujours de votre faute, Marie, on est bien d'accord? Ah bah oui. Bon. Et je ne sais pas quoi dire à mes enfants parce que pour leur dire ne rentrez pas là-dedans, ne rentrez pas dans ces souffrances qui va vous infliger. Même si lui il est en souffrance, parce que c'est non, ça. Mais sa souffrance, Marie, il va falloir la mettre de côté maintenant. Oui, mais parce qu'en fait, vous savez... Je me doutais aussi que ça retomberait, excusez-moi, je vais couper la parole, je me doutais que ça retomberait sur mes enfants parce qu'il n'aurait plus personne à embêter, quoi, plus personne à... Je comprends, Marie, mais vous n'en pouvez plus. Non. 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 Parce que là, vous êtes face à quelqu'un qui a en effet un problème psychologique. Oui. Il est retourné, là, mon fils, le 15 juillet, m'a dit qu'il était réhospitalisé depuis le mois de février, à nouveau, dans un autre institut psychiatrique. Et l'air de rien, il me dit, mais en gros, je ne sais plus quels ont été exactement ces mots, mais il m'a dit, mon fils, t'es sûr que tu vas pas le reprendre? Oh, j'étais tellement soufflée, j'ai quand même trouvé le courage de lui dire que non, ma décision est prise. Mais attendez, vos enfants, ils ont assisté à toutes ces scènes-là? Eh bien justement, c'était très insidieux. Et ma fille, qui est restée beaucoup plus longtemps avec nous parce qu'elle a fait des études longues et brillantes d'ailleurs. Enfin, ça ne veut pas dire que mon fils est analphabète, c'est pas ce que je dis, mais il a trouvé sa voie beaucoup plus rapidement. Et du coup, ma fille, quand il a commencé à l'embêter, enfin, excusez-moi d'employer ce mot-là, mais elle a commencé à comprendre, je crois. Que, vous savez, il ne manifestait jamais rien d'extérieur,
Mais ce qu'on faisait, ça n'allait jamais. Alors, pour les enfants, c'était sur des petites choses. Et puis, ils ne sont pas restés assez longtemps. Et puis, un enfant, c'est un peu insouciant quand même. Et il avait des colères ? Oh, effroyable. Mais pas devant eux. Jamais devant eux ? Si, ça arrivait. Si. Moi, je ne peux pas croire que vos enfants ne sachent pas quand même un petit peu ce qui se passe. Oui, mais c'est moi aussi qui ai toujours tout tue. Hein. Oh, j'ai une grosse part de responsabilité, hein, j'en suis bien consciente. Non, Marie, vous avez fait comme vous avez pu. Et puis, ce sont des situations qui s'installent insidieusement, en fait. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire qu'elles s'installent et vous ne vous rendez pas compte qu'elles sont installées. Et quand vous vous en rendez compte, c'est trop tard. C'est trop tard parce que vous êtes prise dans les filets et vous savez plus comment faire. C'est ça. Et puis, voilà, mes enfants, ils savaient très bien, ils savent peut-être toujours que leur papa, sans moi, il était perdu pour tout un tas de choses, quoi. Oui, mais là, il va falloir penser à vous, Marie. Il va pas falloir penser à vos enfants qui ont leurs propres expériences à faire avec leur père. Il va falloir penser à vous. Ben, ça va pas être drôle, hein. C'est ça qui me tracasse. Oui, mais là, il va falloir penser à vous, Marie. Pour une fois. Pour une fois. Moi, je ne reprendrai pas, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que vous avez des amis, des personnes qui vous soutiennent un peu ? Ben, depuis qu'il est parti, enfin qu'il est en psychiatrie, là, je me suis aperçue que les gens étaient... Non, je n'ai pas pu le cacher parce que j'ai perdu 10 kilos en un mois et demi. Donc, les gens ont bien vu que j'avais quelque chose qui tournait pas rond. Puis, certains ont vraiment été gentils, certains ont vraiment été gentils avec moi. Certains collègues, certaines personnes dans l'association où je vais ont été vraiment géniales, quoi. Génial. Donc j'ai découvert l'amitié, quoi. Parce que j'avais pas le droit d'inviter des gens. Bien sûr, vous étiez coupé du monde. Oui, véritablement. Bon, vous savez, là on vient de recevoir un SMS. Hein. Je m'appelle Claudine, j'ai vécu la même chose que Marie. Elle est victime d'un pervers narcissique. Elle peut me contacter. D'abord, se sauver, elle. Là, même pour soulager mes enfants, j'aime énormément mes enfants. Je leur ai écrit une lettre tout de suite après, quand ils ont su que j'avais déposé une requête en divorce. Surtout ma fille, elle a extrêmement mal réagi, quoi. Bon, je sais que j'ai compris à vous entendre régulièrement le soir que les enfants vont vers le parent le plus en difficulté, bien entendu, et ça, je le comprends très bien. Non, mais là, on n'est pas dans un cas classique, Marie, c'est pas... Ben, c'est ça, c'est ce que j'essaye d'expliquer à ma maman. Je viens de vous lire un SMS, est-ce que vous avez entendu la teneur du SMS ? Elle est victime d'un pervers narcissique, voilà ce qui est écrit dans le SMS, j'ai vécu la même chose que Marie. Enfin, il ne m'a jamais tapé, hein. Ça je n'irais pas dire, ni fait des perversions intimes ou quoi. Hein. Ça, c'est pas du tout cet ordre-là. La perversion, elle n'est pas là, Marie. Ah d'accord, ok. D'accord. La perversion, c'est de toujours mettre l'autre en faute, de toujours le faire culpabiliser. Oui, c'était ça. Quoi qu'il fasse. Oui. Et donc, vous vous affaiblissez parce que vous avez l'impression que vous ne faites jamais bien. Et petit à petit, vous perdez vos repères. Vous êtes isolé, vous n'avez pas d'amis, vous n'en parlez pas. Et c'est un enfer conjugal. Sous silence. C'est ce que vous avez vécu ? Ben, c'est ça, puis c'était les humiliations surtout. Voilà, et des humiliations, et ça c'est de la violence conjugale. La violence conjugale, ça ne passe pas seulement par un acte physique, ça passe aussi par une violence psychologique, une violence verbale.
vous avez été victime de violences conjugales pendant 37 ans. Ça a surtout démarré avec la naissance de notre premier enfant. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? C'est important. Parce qu'il faut que vous preniez la mesure de ce que vous avez vécu pour vous en sortir. C'est ça. Là, c'est quelque chose qui se fait que dans le couple. Donc, il ne peut pas faire ça aux enfants. Ça sera différent avec les enfants. D'accord, même s'il les appelle. Oui, ouais. De toute façon, c'est sa nature, c'est sa personnalité. Donc, il va en effet tenter de manipuler comme il a manipulé. Voilà. Et comme, à mon sens aussi, voilà, il manipule aussi finalement les soignants, puisqu'il ne dit pas la vérité sur les raisons. Voilà. Voilà, et c'est ça qui m'a vraiment interpellée, parce que je me suis dit, s'il en est à pouvoir même déjouer le professionnalisme de ces gens-là, c'est... Vous voyez, c'est quand même... Après, j'essaye d'expliquer à maman. Je lui dis, écoute, maman, il faut que tu comprennes, tous les gens qui divorcent ne sont pas à l'hôpital psychiatrique. Il faut que tu comprennes que j'ai vraiment des motifs aussi à... Mais vous n'avez pas à vous justifier, Marie. Vous l'avez vécu, ça, pendant 37 ans. Oui. Bon, vous n'avez pas à vous justifier ni vis-à-vis de votre mère, ni vis-à-vis de vos enfants. La seule chose à faire, c'est de vous en sortir maintenant. Vous avez eu le courage de partir. C'est-à-dire que je savais que ça y était, c'était bon pour moi, parce qu'on les a beaucoup soutenus. On n'est pas du tout. En plus, on n'avait pas de problème financier, tout ça. Il y a des couples qui peuvent être rongés par des problèmes vraiment matériels. Mais là, c'est pas un problème de couple. C'est un problème qu'a votre mari, parce que lui-même a une personnalité qui est pathologique. C'est ça. Je disais, fais-toi aider, je ne peux pas t'aider. Je peux t'aimer, mais je ne peux pas t'aider. Mais vous n'avez pas à l'aider, Marie. Il vous a fait du mal pendant 37 ans. Oui. On n'aide pas quelqu'un qui vous a fait du mal pendant 37 ans. Oui, mais il ne faudrait pas qu'ils s'en prennent à mes enfants, quoi. Là, mais vos enfants, ils sont grands. Ils seraient petits, ça serait beaucoup plus problématique dans ces conditions. Dans ces cas-là, souvent, quand les enfants sont petits, c'est problématique. Vos enfants sont grands. Vos enfants sont des adultes. Vos enfants vont avoir leur vie. Donc, arrêtez de penser à vos enfants, pensez à vous. Oui. Vous, déjà, vous devez aller consulter. C'est pour ça que j'ai dit je vais appeler, parce que je vois que vous avez bonne réponse. Mais... Vous devez vous faire aider, vous devez vous faire accompagner, parce qu'évidemment, il va continuer son harcèlement. Déjà, il refuse le divorce. Bien sûr. C'est une forme de harcèlement. Enfin, je ne sais pas si c'est du harcèlement, c'est de la bêtise, parce que je pense que c'est pour ça qu'aussi mon fils a dit mais t'es sûr que tu vas pas changer d'avis Ah oui, s'il y a une chose dont je suis sûre, c'est que je vais pas changer d'avis. Là, par contre, ça, j'en suis sûre. Bon. Mais on reçoit énormément de SMS, là, Marie, d'accord de personnes qui ont vécu la même histoire que vous. Oh, dis donc. Courage, Marie, c'est Catherine qui a écrit. En prenant cette décision, vous avez fait le plus dur. J'ai vécu la même histoire. Et 10 ans après, je suis heureuse. Ouais, je sais qu'il va falloir du temps, quoi. C'est pour ça qu'il faut que vous vous fassiez aider par une psychologue qui va pouvoir vous aider à vous reconstruire, parce que vous avez besoin de vous reconstruire. Et c'est pour ça que je parlais du délai tout à l'heure du divorce. C'est pour ça que j'ai insisté. Vous pensez que, je ne sais pas ce qu'elles disent les dames dans les SMS, mais le fait que ce soit entériné par un acte administratif, ça peut aider ou pas? Parce que vous vous rendez compte, encore 2 ans et demi comme ça?
Oui. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Le fait que ce soit acté par un tribunal, je veux dire, moi qui suis tellement dans les lois, les trucs, est-ce que c'est cette étape-là qui va m'aider à... Vous voyez? Alors c'est cette étape-là qui va vous aider, oui. 2 ans et demi, oui. Oui, c'est long. Mais en tout cas, en aucun cas, il faut à nouveau partager le même toit. Ah non, mais... Ah non, mais... Il faut que vous reconstruisiez, si vous voulez. Voyez. J'ai un papier qui me dit qu'on est en résidence séparée. D'accord. Il faut limiter les contacts avec lui au maximum. Voire ne plus en avoir du tout, sauf de façon juridique. Non, parce que quand il est en... Ma fille m'a dit quand il est à l'hôpital, il a le droit qu'à son téléphone qu'un petit peu, parce que ils se sont aperçus justement que il leur fait des choses incroyables et du coup ma fille elle quitte son travail brutalement, elle va voir ce qui se passe, etc. Quoi. Vous voyez comme ça peut être nuisible. Elle vient de démarrer un boulot, on peut pas s'absenter comme ça. Donc après elle m'en veut de ça aussi, c'est normal, parce que je pense pas qu'elle perdra son emploi si elle explique que son papa est à l'hôpital et qu'elle va le voir, mais vous voyez. Non mais vous êtes habituée à culpabiliser tout le temps, Marie, ça s'entend dans votre voix. Vous voyez? Et c'est ça dont il faut vous soigner, vous. Parce que c'est lui qui vous a habitué à penser comme ça. Que c'était toujours de votre faute. Oui. Oui. Et ce n'est pas vrai. C'est vrai. Même des fois, j'avais envie de faire exactement le contraire de ce qu'il me disait, quoi. Mais j'ai jamais osé, quoi. Vous voyez, des fois, vous en avez tellement assez. J'aurais été tentée de faire le contraire, mais non, je n'ai même pas osé parce que ça n'aurait pas arrangé la situation, quoi. Vous aviez peur? Oh oui. Oui. Donc vous avez vécu dans la peur pendant 37 ans, vous trouvez ça normal? Pas 37, c'est vraiment à l'arrivée de notre fils. Oui, enfin, là, de nombreuses années. Compris, voilà, il a 33 ans. Mon fils, là, j'ai vraiment compris que je m'étais trompée, que je n'aurais pas dû... Bon, j'avais 19 ans, il est très beau, je représentait beaucoup pour moi, il représente toujours d'ailleurs. On peut demander le divorce, le problème c'est qu'on ne cesse pas d'aimer pour autant, quoi. C'est très compliqué. Je leur ai dit à mes enfants, ils sont nés dans l'amour, ils sont pas nés dans la haine, pas du tout. Mais que vous l'ayez aimé, Marie, c'est une chose. D'accord. D'ailleurs, mon fils m'a répondu, c'est bien pour ça qu'on comprend pas ce que tu fais. J'aimerais qu'on écoute Léa qui voudrait vous parler, je crois. Vous êtes d'accord, Marie? Parce qu'elle dit qu'elle a vécu la même chose que vous. Oui, je veux bien, merci. D'accord. Et je pense que justement, on a tous à apprendre de l'expérience des autres. Oui. Vous êtes avec nous, Léa? Oui, c'est Léa. Oui, Sabrina, bonjour. Bonjour Marie. Bonsoir. Écoutez, j'ai pris l'émission en route. Je connais bien votre émission. J'ai pris en route. J'ai pas entendu le début de l'histoire de Marie, mais quand j'ai pris en route, je me suis dit, mais c'est la même histoire que la mienne. J'entends Marie désespérée et on dirait qu'elle se sent coupable de partir. Ça me donne cette impression. Je n'ai pas entendu le début. Il faut fuir, Marie. Il faut fuir. Il faut sauver. Dans ces cas-là, on a l'impression qu'on se sauve, qu'on n'a pas le droit de se sauver parce qu'on a nos enfants et puis on doit tellement à son mari, voilà. Alors qu'on a toujours tout fait bien et puis on s'est toujours fait humilier, on a toujours souffert, puisque de toute façon, même si on faisait bien, on faisait toujours mal. Et dans ces cas-là,
quand on s'en va, hein, moi c'était mon cas, hein, je suis partie et j'ai eu 5 enfants avec cet homme-là. Eh bien, après, avec le recul, je me disais, je suis sortie de prison. J'ai jamais été en prison, je veux dire, j'ai toujours eu une vie honnête, mais c'est comme si j'étais sortie d'une grille de prison, quoi. C'est terrible. Et pour ces enfants, oui, ça va être dur, je le cache pas, ça va être dur. Moi, j'en avais encore des petits. Ils sont plus grands, mais c'est dur parce que ces hommes-là, il y a sûrement des femmes aussi comme ça, mais ces personnes-là sont très, 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 très forts. Ils sont des gros manipulateurs. Il faut avoir une grosse force, une grosse volonté, mais on est heureux après. On est heureux de s'en sortir et on redevient nous-mêmes. Et c'est ça, Marie, vous allez redevenir comme vous étiez avant de connaître votre mari. Vous allez être vous-même, mais il va falloir plusieurs années pour se reconstruire. Mais au départ, moi, quand je suis partie, avec le recul, je me dis, c'est comme si que j'avais été emprisonnée, et puis j'étais sortie d'une cage et je savais plus vivre. Je savais plus vivre. Pour vous dire, moi, je suis restée depuis mon premier enfant. J'étais mère au foyer. Évidemment, il fallait pas que je travaille, hein, puisque avec ces personnes-là, enfin, je sais pas si Marie travaillait, j'ai pas entendu. Oui, je travaille. Oui. Au moins, vous avez cette chance-là, Marie, de travailler et puis d'être autonome financièrement, que moi, j'y étais pas. Oui. Évidemment. Moi, il fallait que je reste à la maison parce que toutes les femmes qui travaillent, c'était pas bien. Je ne dis pas le terme qu'il employait, mais bon, il me culpabilisait, évidemment. Donc, je me sentais obligée de rester à la maison. C'était dit d'une façon que ça me faisait plaisir, d'un autre côté, d'entendre des choses jolies. Mais d'un autre côté, c'était malin, je ne sais même pas comment dire, puisque c'est tellement difficile. Alors je ne sais pas si je dois dire ça, mais après je me dis, mais c'est comme si j'avais vécu dans une secte. Pourtant, dans une secte. Oui, c'est ça. Moi, je sais pas ce que c'est qu'une secte. Je n'ai jamais été. Non, dès qu'on s'en fait, tout à fait. Marie, vous vous reconnaissez dans ce que dit Léa ? Absolument, mais du début à la fin, c'est exactement ça. Et après, vous allez vous sentir mieux, mais pas tout. Enfin, au départ déjà, quand vous vous sentez. Quand Léa dit, je ne savais plus vivre. Mais si je vous disais que même aller en course m'acheter à manger, comme j'ai toujours fait à manger ce qu'il mangeait lui. Eh ben, je savais même pas ce que j'allais acheter à manger pour moi. Oui. Voilà, tout à fait. Je peux vous dire que la première fois que c'est idiot, que je suis allée m'acheter de la rhubarbe au marché, je suis repartie avec ma rhubarbe en pleurant, parce que c'est la première fois que je vais acheter de la rhubarbe depuis que j'avais découvert qu'il aimait pas ça. C'est pas beau, ça. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est un exemple que vous allez revivre sur d'autres détails. Là, c'est la rhubarbe, ça va être autre chose, pas du manger, mais autre chose. Il y en aura plein. Puis à force du temps, vous allez sourire avec vos lèvres, puis vous allez dire. Moi, je disais, quand je suis partie, j'avais 37 ans, et je disais, yes, j'ai réussi toute seule. Je disais, mais ce genre de choses, comme la rhubarbe, vous voyez, c'est un exemple. Moi, je vais vous citer un exemple. Moi, comme j'avais pas travaillé depuis 17 ans, puisque j'ai élevé nos enfants, j'ai retrouvé vite un travail. J'ai menti sur mon CV pour avoir du travail. Il fallait que je m'en sorte. Après, j'ai eu mon logement. J'ai tout caché pour faire tout ça. Et après, c'est là que j'ai commencé à trouver un avocat. Et là, c'était l'horreur. Là, j'ai vécu l'horreur pendant la cohabitation où il a su que je partais, quoi. Et quand j'ai trouvé un travail, mais j'avais peur de tout. J'avais donc j'avais repris un travail de couturière. J'avais repris j'avais donc menti. J'avais dit j'avais toujours travaillé tellement que je voulais travailler pour m'en sortir. Puis finalement, on m'a mis sur l'atelier et puis c'est reparti tout seul. Et puis vous avez remis comme ça votre vie en route, en fait. Hein. Et alors, du coup, la première fois que je vais dans l'atelier, je perds mon aiguille qui va par terre.
Et puis, j'étais à 4 pattes pour la retrouver. Et la collègue me dit à côté, mais écoute, Léa, prends-en une autre, c'est bon. Oui, voilà. J'ai tellement que je me suis dit, mais le monde s'arrête. L'exemple de l'aiguille, c'est exactement... Voilà. Ça, vous reconnaissez, Marie? Beaucoup de choses. Oui. Non, mais j'avais l'impression d'avoir fait une faute, mais non, mon Dieu, on allait... Mais ce qui se passait dans mon lieu de maison, enfin dans l'habitation avec mon mari, avec mon ex-mari, c'était comme ça. De toute façon, même si je faisais bien, c'était toujours mal. Oui, parce que la donne pouvait avoir changé en cours de route. Oui. Léa, c'est formidable. Votre témoignage est formidable parce que je crois qu'il parle beaucoup à Marie. Oui, c'est ça. Et vous reconnaissez la Marie dans tout ce que dit Léa, hein? Ah bah oui. C'est exactement ça. Et puis être inapte à la vie après, inapte. Moi, je me considérais encore l'année dernière comme inapte. Mes petites copines de la danse, là, quand elles m'ont dit, on va t'emmener au spectacle. J'ai pas de voiture parce qu'elle est partie avec. Oui, c'est pas grave. Vous en aurez plus tard. Oh, je m'en fiche. Et je dis, mais comment je vais faire? On va venir te chercher. Vous n'imaginez pas l'impact que cette phrase peut avoir sur vous. On va je sais. Ouais. On te ramènera pas. Ah oui. Ah non, on n'y croit pas. Il y a des choses aussi bêtes que ça. Des choses aussi bêtes que ça. Donc vous avez compris, Marie, que petit à petit, vous allez reprendre goût à la vie, en vivant des petits moments de vie comme ça. Ah tout est précieux. Hein. Tout est précieux. Mais petit à petit, vous allez reprendre confiance en vous. Ça se fait pas tout de suite. Moi, quand j'ai trouvé donc un logement, pendant un an, c'était boulot, travail, voilà. Et puis emmener mes enfants à l'école, garderie, et puis à trouver une solution parce que je me suis retrouvée toute seule du coup à trouver des solutions avec vraiment très peu de revenus alors que on vivait bien, quoi. Évidemment, là, il faisait tout pour que je revienne, hein, puisque là, j'étais. Voilà, c'est ça. Mais on y arrive. Et puis bon, quand on est courageux, on y arrive. Et puis on se dit. De toute façon, ça j'ai pas, puis je m'en fiche, parce que c'est pareil. On a tellement autre chose à côté. J'avais plus rien. Peut-être. Il a gardé les voitures, tu les emmèneras pas. Ok, il garde la voiture. Ouais. J'avais comme moyen de locomotion, j'avais mon vélo, mes rouleurs et la poussette jumeau. Voilà. On sent que vous avez beaucoup de choses. On sent que vous avez beaucoup de choses à vous dire, en tout cas. J'étais comme ça, je faisais les courses comme ça. Et puis je me disais, mais quel bonheur. Après, j'avais réussi à acheter une vieille voiture, mais une voiture de toutes les couleurs, parce que le gars, il l'avait réparée lui-même. Mais alors que j'avais quand même un espace de confort, etc., avec clim et tout, et là, avec truc mécanique. Mais qu'est-ce que j'étais heureuse. Mais je me suis dit, mais c'est ça le bonheur, finalement. Même si on n'a rien, le bonheur, c'est la liberté. Et c'était ça. Léa, vous m'entendez? Oui. Même si on n'a rien, le bonheur, c'est la liberté. Ouais. Oui. Je crois que c'est la phrase. Je crois que c'est la phrase qu'il faut retenir. Oui. Peut-être qu'on va pouvoir, hors antenne, en tout cas, vous donner respectivement les téléphones de l'une et de l'autre, parce que vous avez peut-être beaucoup de choses à vous dire. Si vous voulez, vous voulez. Oui, je voudrais bien demander comment Léa, comment elle gère ça avec ses enfants. Alors, là, c'est le côté où je vais pas vous donner du bon. C'est difficile. Ça a été difficile, c'est difficile encore. Parce que vous pouvez pas accabler leur papa, c'est impossible. C'est difficile parce qu'ils les manipulent facilement. Ma belle-fille aussi, alors qu'elle était même pas ma belle-fille, c'était une petite amie à l'époque. Voilà. Et c'était le sens de mon appel, le début de la conversation. D'accord. J'ai appelé dans ce sens-là en disant moi je commence à me tirer d'affaire. Comment arrêter ça avec les enfants? Non, Marie, là pour le coup, c'est les enfants, ils vont devoir et vos enfants sont grands, d'accord? Oui. J'insiste sur ce point. Voilà. Vos enfants, vous ne pourrez pas les protéger et vous ne les protégerez pas de toute façon en étant avec cet homme. D'accord? Donc là, le chemin à suivre, c'est celui de la reconstruction pour vous.
Oui. et de leur montrer aussi que leur mère peut être épanouie et heureuse. Oh, ça, je suis pas sûre qu'ils accepteront que leur mère soit heureuse tant que leur papa ne l'est pas. Je sais pas ce qu'en pense Avec Léa, le temps, Marie. Et encore une fois, je vous le dis, il faut absolument que vous fassiez aider. Hein. C'est vraiment important. Oui. Vous savez, on a reçu ici beaucoup de SMS de personnes qui ont vécu ou qui vivent la même chose que vous. Oui. Cette violence, cette manipulation, cette violence conjugale, cette manipulation terrible. Et je crois que déjà, je voulais vous remercier, Marie, pour votre témoignage. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se reconnaissent aussi. Il faut être courageux, c'est vrai, Oui. pour le dire, oui. Surtout au départ, comme ça, on se cache, on dit rien. Exactement. Ah oui. Donc vraiment, merci pour ce témoignage et j'espère que vous avez entendu aussi, Léa, que vous avez entendu les mots qui ont été posés aussi sur les pratiques de votre mari. Oui. D'accord. On a parlé de manipulation perverse. Et la perversion, comme je vous l'ai dit, c'est aussi... C'était lié à des actes... Non, c'est d'annihiler l'autre. Donc je vous invite aussi à aller sur Internet aussi pour lire sur le sujet. Ça vous éclairera. Oui, c'est ça. L'autre soir, je vais vous dire, vous avez parlé du chalet qui a de la tendresse, de l'amour, un projet en commun et je ne sais plus quel était le quatrième pilier. Et j'ai dit, moi j'ai traversé une vie avec aucun des 4 murs. Mais maintenant vous allez pouvoir les construire. Vous allez pouvoir les construire, Marie. Oui. Merci encore vraiment pour votre témoignage. Et puis on essaye de vous mettre en contact avec Léa pour qu'elle puisse vous guider. Marie, bon courage, mais ça va aller. Vous allez. Merci beaucoup. Ça va aller. Ça va aller, Marie. Merci à toutes les deux. Nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin. Vous pouvez nous appeler au 39 21. Nous attendons vos appels. Et puis réagir aussi par SMS au 7 39 21 en commençant vos messages par le mot nuit. Et des SMS, nous en avons beaucoup pour Marie qui était avec nous juste avant le journal. Beaucoup de messages d'encouragement pour qu'elle puisse se reconstruire. Elle a déjà eu beaucoup de courage de venir parler à l'antenne ce soir. Et nous la remercions. Et nous allons tout de suite accueillir Teddy. Oui. Bonsoir Teddy. Bonsoir. Allô. Oui, Teddy. Oui, bonsoir. Bonsoir. Sabrina. Oui, c'est un peu difficile de passer après effectivement l'intervention de Marie qui était extrêmement touchant et poignant. Oui, merci en tout cas d'être resté avec nous pour pouvoir nous parler maintenant, Teddy. Oui, c'est tout à fait normal. En tout cas, à Marie, je lui souhaite aussi de pouvoir s'en sortir et de trouver la bonne voie par la suite, tout simplement. Oui. Moi, en fait, je vous appelais, mais pour une note beaucoup plus, beaucoup plus légère et gaie, on va dire. Et parce qu'en fait, je suis bientôt en vacances, là, la semaine prochaine, à partir du 11 août. Oui. Et en fait, ce que je souhaiterais, c'est de visiter un peu la France, notamment aller dans les Alpes, un endroit que je ne connais pas. Et en fait, je voulais profiter de la libre antenne pour essayer de éventuellement recueillir des auditeurs qui seraient prêts à m'accueillir ou à me faire découvrir leur région, en fait, tout simplement. Et voilà, en fait, je vous appelais par rapport à... D'accord, vous partez seul ? Oui, je pars seul. En fait, j'étais déjà intervenu dans l'émission plusieurs fois. Je fais un métier où je travaille dans la grande distribution en horaire décalé.
Et je souffre pas mal de la solitude du fait de ce rythme de vie un petit peu particulier, on va dire. Oui. Quels sont vos horaires ? En fait, j'embauche le matin très tôt, à 4 heures, pour finir mes journées à midi ou 13 heures, en fait. D'accord. Et ensuite, vous allez vous coucher, bien évidemment. Tout à fait. Voilà, je fais que ça, en fait, dormir. Entre les après-midi, le soir, on est obligé de se coucher pas trop tard. Donc, c'est quand même assez isolant en termes social, on va dire, et même sentimental. C'est pas du tout évident. Et puis bon, le monde de la grande distribution, comme je l'ai souvent dit dans cette émission, est un monde assez particulier, assez violent aussi, dans tous les sens du terme même. D'accord. Vous avez appelé plusieurs fois la Libre Antenne ? Oui, tout à fait, ouais. Oui, je connais bien cette émission que je trouve d'ailleurs remarquable. Je tiens encore à le souligner du fait de vous tout simplement et des auditeurs qui sont fidèles et qui nous donnent de très bons conseils en fait. Oui, ce sont les auditeurs qui font cette émission en effet. C'est vrai. Oui, voilà. Et donc voilà. Là, et quand vous avez appelé à chaque fois, c'était pour justement des problèmes de solitude que vous rencontrez ? Oui, généralement. Après, c'est vrai que j'ai un parcours de vie un petit peu aussi atypique où j'ai connu des choses assez dures, notamment le suicide de ma maman. Après, je suis tombé malade en fait où on m'a découvert un diabète de type 1 insulino-indépendant. Donc je vis avec ça depuis 6 ans parce que j'ai 37 ans et ça s'est découvert en fait en 2011, donc pour mes 31 ans. D'accord. Donc ça a été une épreuve là aussi un peu difficile, même si maintenant je le vis plutôt bien, on va dire. Voilà, donc c'est vrai que j'ai un parcours qui n'est pas facile, évident. Oui. Non, pas simple parce que le suicide de ma mère a brisé beaucoup de choses dans ma famille. Je reste en contact simplement avec quelques cousines en fait. Et bon, je suis pas très proche de mon père ni de ma mère, ni de ma sœur, pardon. Et du coup, c'est pas évident. Au niveau de la famille, on se voit assez peu. Et ouais, c'est assez triste en fait. C'est plutôt triste, voire glauque même. Alors j'ai envie de vous poser quand même une question, Teddy. Qu'est-ce qu'on vous a conseillé à chaque fois que vous avez appelé la Libre Antenne ? On m'a conseillé de voir un spécialiste, ce que j'ai commencé en fait à faire. D'accord. Et ça vous aide ? Oui, ça m'aide un petit peu, pas à pas en fait, pour essayer de comprendre un peu les choses. En fait, c'est comme si je me sentais endormi en fait dans ma vie. En fait, je m'étais mis dans une espèce de cloître et que au final je m'étais arrêté de vivre tout simplement en fait, peut-être en mémoire à ma maman aussi morte. Et donc vous avez conscience de tout ça, en tout cas vous pouvez le verbaliser ? Bien sûr, oui. Oui, clairement. Et peut-être que votre réveil passera aussi par le fait de changer vos horaires, peut-être de faire une reconversion. C'est surtout de changer de métier. De changer de métier, oui. De reconversion. Tout à fait. Alors après, c'est une emprise un peu spéciale, mon travail. C'est-à-dire que c'est très très particulier le lien que j'ai avec cette entreprise très connue, mais dont je citerai pas le nom, voilà. Mais en fait, je suis un bon élément dans cette entreprise, reconnu et tout. Et c'est très bizarre, c'est-à-dire qu'on prend beaucoup de pression, de réflexion, de choses qui sont extrêmement violentes, et vous rentrez chez vous, c'est un petit peu difficile à ingurgiter. Et puis je suis seul à affronter ça aussi. Et ça, c'est vraiment pas évident de pouvoir se confier et d'en parler. Enfin, j'en parle à ma meilleure amie assez régulièrement. Donc ça me fait du bien. Mais c'est loin d'être évident le lien que j'ai avec cette entreprise, parce que d'un côté, je passe pour un esprit rebelle, grande gueule. Et effectivement, je suis plutôt du genre à pas me laisser faire et à dire les choses. Et en même temps, comme je travaille, enfin, ça fait prétentieux de dire ça, de dire que je travaille bien, mais comme je suis
quelqu'un de rigoureux dans mon travail, je pense que ça, pour parler vulgairement, ça les emmerderait en fait si je démissionnais. Oui, mais là, il s'agit pas non plus de vous mettre en péril en démissionnant, hein, mais peut-être de trouver une façon de vous reconvertir. Si c'est une grande entreprise, il y a peut-être un moyen de vous reconvertir. Oui, alors oui, enfin moi j'aimerais quand même changer. Enfin, je voudrais pas rester dans la grande distribution en fait. C'est pas du tout mon objectif en fait. D'accord. Déjà ça c'est sûr. Parce que je connais vraiment l'univers et l'univers ne me plaît pas en fait de par moi mes valeurs. Je suis quelqu'un de très très humain et c'est pour ça moi c'est paradoxal, hein, je suis très solitaire mais en même temps j'ai besoin des autres et j'aime pouvoir rencontrer des gens de différents milieux, de différents horizons en fait. Je trouve que c'est une vraie richesse et malheureusement on vit dans une époque où les gens ne se parlent plus, ne se disent pas les choses, ne se fréquentent plus, ont peur de l'autre. Ça, je trouve ça vraiment dommage. Et voilà, tout simplement. Donc, c'est pour ça aussi que de voyager, de sortir un peu et de rencontrer des gens différents, je trouve que c'est quand même assez enrichissant et je crois que ça m'apporterait quelque chose de bien après dans la perspective de la rentrée au mois de septembre. Après. Oui, vous avez envie de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir changer votre quotidien pour vous donner l'énergie de changer aussi votre vie à la rentrée. C'est ça que vous êtes en train d'expliquer. Exactement. C'est vraiment ça. J'ai besoin d'une bouffée d'air frais, de comprendre encore mieux les choses parce que à l'heure actuelle, ce qui se passe, c'est que je manque d'envie et de projet en fait. Et c'est ça aussi le problème. Je suis rentré dans une espèce de moule où on m'a mis et du coup je suis un outil de production en fait. Alors en fait je me sens comme ça à l'heure actuelle. C'est-à-dire que le travail a tellement pris une emprise sur moi que je suis un outil de productivité et je suis plus un être humain. Donc j'ai besoin de retrouver alors je sais pas non plus, vous voyez, si le fait comme ça de demander à des personnes de vous héberger spontanément. Non, mais pas forcément de m'héberger, voilà. Mais s'il y a des gens. Oui, de rencontrer. Mais toute proportion gardée. D'accord. Oui, de rencontre plutôt que d'hébergement. D'accord. Mais peut-être que c'est pas l'idéal non plus d'aller en montagne tout seul. Vous voyez ce que je veux dire pour faire des rencontres? Alors après, oui, vous avez raison, mais en fait, moi, je viens d'un milieu très très pauvre et j'ai pas eu l'occasion de partir en vacances quand j'étais jeune et même là, je suis rarement parti en vacances. Et là, j'ai quand même, si j'ai bien une envie, c'est d'évasion et j'aime beaucoup la nature, les paysages, la montagne, ça m'a toujours fasciné. En plus de ça, j'aime beaucoup conduire aussi, donc ça me dérange pas de faire quelques heures de route. Et donc ça, non, je pense que ça serait de toute façon quelque chose de positif, hein, quoi qu'il arrive. Même si le périple sera peut-être seul, même si, comment dire, je fais aussi pas mal de covoiturage avec Blablacar et tout, et c'est plutôt pas mal d'ailleurs. Oui, pour faire des rencontres aussi. Tout à fait, ouais. D'accord. Non, parce que je pensais, je me souviens lors d'une émission que j'avais pu animer lors de la Libre Antenne, il y avait une femme qui avait fait le chemin de Compostelle, vous savez, et qui parlait de son expérience où elle avait rencontré beaucoup de personnes très différentes qui marchaient de gîte en gîte, et elle avait fait énormément de rencontres, et ça lui avait vraiment permis justement de pouvoir aussi réfléchir sur sa vie, de pouvoir... Oui, une sorte de quête spirituelle. Oui, exactement, mais pas que, finalement, très humaine, enfin, plus humaine que spirituelle dans cette quête-là. Et je pensais à ça pour vous, parce que je me disais que là, vous pourriez faire énormément de rencontres aussi, et marcher, et passer de gîte en gîte. Après, moi, je suis pas spécialement croyant, hein, vous savez. Mais il y a des personnes qui ne sont pas croyantes et qui font ce périple-là. Ouais. Chacun les fait. D'ailleurs, il y a des personnes qui sont qui ont des croyances très différentes, enfin de religions très différentes. Mais voilà, c'est un lieu. En tout cas, on rencontre beaucoup de monde. On passe de gîte en gîte. Voilà. Donc, je vous en parle parce que je me souviens très bien de cette auditrice qui racontait son voyage et qui avait fait justement une très jolie rencontre lors de son voyage. Donc voilà, c'est juste un petit clin d'œil comme ça.
Mais en tout cas, voilà, non, je voudrais essayer que ma vie reprenne un peu un sens à l'heure actuelle et que j'arrive à me sortir de ce marasme dans lequel je suis encore confronté en fait au quotidien. Donc voilà, tout simplement, j'ai besoin de faire des rencontres, aussi des rencontres amoureuses. Où là aussi, alors dans ma vie, j'ai fait beaucoup de rencontres. Hein. J'ai pas eu à me plaindre avec les filles, mais les relations n'ont duré qu'un temps. Et à 37 ans, c'est sûr que j'aimerais arriver aussi à construire quelque chose de beaucoup plus significatif à ce niveau-là. Également. Oui, ça se comprend. Ben, bien sûr, voilà. Et donc, c'est dur en fait de vivre tout seul et voilà, c'est extrêmement difficile aussi quand vous avez une famille qui est brisée en fait et qui vivote en fait. Voilà, j'ai clairement mon père qui depuis la mort de notre maman en fait est en mode survie et c'est assez pénible à voir et triste quand même à voir. Ma sœur, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, ne me parle plus depuis 5 ans, plus ou moins on va dire. Je l'ai revue juste il y a quelques mois et on est très très peu en contact et je comprends pas pourquoi. C'est triste en fait. Je crois que le contexte familial est pesant, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer. Oui, mais le suicide de notre maman, c'est quelque chose qui... un suicide tout court, de toute façon, c'est très violent et ça nous a cassé, en fait, dans la famille. C'est très triste. Enfin, moi, je sais que je sais que ma mère, me manque aussi beaucoup et elle manque à toute la famille et du coup c'est très compliqué pour moi. J'aurais tellement de conseils à lui demander, des choses à lui dire. Là j'aurais vraiment besoin d'elle et c'est dur. Là je résiste à l'heure actuelle pour essayer de tenir le coup et de faire du mieux que je peux, mais c'est un peu triste et c'est un peu ouais. Je pense vraiment que vous avez besoin de vous faire aider, en tout cas, Teddy, de faire un travail aussi par rapport à ce suicide, parce que c'est un événement extrêmement traumatique. Oui, tout à fait. Donc il y a un vrai travail à faire. C'est traumatique, même si c'est vrai que là-dessus, j'ai beaucoup évolué par rapport au suicide de ma mère, mais ce qui est surtout triste, c'est le côté glauque en fait, parce que ma mère s'est suicidée dans la maison où vit encore mon père, et c'est très glauque. C'est-à-dire que quand je vais voir mon père, c'est une atmosphère quand même très très particulière. Vous vous installez dans le salon, c'est là où ma mère s'est suicidée en prenant des médicaments. C'est vraiment glauque. La maison ne ressemble plus à rien. C'est un peu laissé à l'abandon. C'est triste, quoi. Oui, c'est triste, Teddy, mais là, vous avez 37 ans maintenant. Oui, je sais. 37 ans. Donc, moi, j'entends presque un petit garçon qui parle, là. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne nie pas que vous êtes un homme, vous travaillez, vous avez votre vie. Oui, tout à fait. Non, mais c'est pour essayer de vous faire comprendre. Mais je comprends. En fait, je comprends, mais là, il va falloir essayer de vous détacher aussi de ce milieu familial pour pouvoir faire votre vie. Oui, tout à fait. Parce que là, finalement, vous n'en avez pas de vie, c'est ça que vous expliquez. Vous avez une vie, mais une vie qui est réduite de par vos horaires de travail, de par le fait que vous êtes seul, de par le fait que vous n'avez pas de petit ami. Tout à fait. Oui, tout à fait. On reçoit quelques SMS, là. Il y a un SMS qui dit « Teddy, si vous êtes en CDI depuis plus de 2 ans, vous pouvez faire un bilan de compétences avec le fonds GESIF. » Oui. Et demander par la suite un congé individuel de formation pour une reconversion plus adaptée. Non, mais je suis dans l'entreprise déjà depuis 2007, en fait, voilà. Depuis 10 ans. En fait. Donc vous avez le droit. Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous avez le droit, mais c'est vous aussi, vous laissez le droit de vivre.
Mais c'est ce que j'essaye de faire malgré tout, même si je peux vous paraître un peu candide, voire comme un petit garçon, mais Non, je n'ai pas dit ça dans ce sens-là. C'est pas du tout le mot candide ou c'est pas ça. C'est qu'en fait vous êtes encore évidemment très marqué par cet événement du suicide de votre mère, ce qui est normal, mais en fait très très marqué aussi par cette pesanteur familiale, vous voyez ? Oui. Alors c'est dans ce sens-là que je disais que vous étiez encore comme un petit garçon, parce que 37 ans, dans 3 ans vous avez 40 ans, d'accord ? Oui. C'est l'âge d'un homme qui a pris ses distances avec sa famille, qui a construit lui-même sa propre famille. Tout à fait. Tout à fait, oui, j'entends bien. Donc c'est pour ça qu'il va falloir, à mon avis, faire un vrai travail aussi de détachement. Mais de détachement... En fait, moi, j'avais envisagé éventuellement de quitter aussi la région, en fait, là où je suis. Oui. Justement pour pouvoir rebondir. Voilà, donc c'est pas anodin de vouloir partir en vacances dans des endroits qui peuvent... qui pourraient vous convenir aussi pour pouvoir y vivre. Ouais, tout à fait. Et moi, je pense que ça serait une bonne chose. Oui, ça pourrait vous aider justement à vous détacher aussi de cette histoire familiale. Parce que vous n'êtes pas responsable. Hein. Non, mais c'est violent en fait. Oui. C'est très violent et c'est très, malgré tout, très désarçonnant, traumatisant, ce que vous voulez en fait. Bien sûr. Et ça reste en fait, ça reste. Et c'est comme si quelque part j'abandonnais ma famille en fait. C'est très bizarre aussi. Vous avez le droit de vivre votre vie, Teddy, indépendamment de votre famille. Ah oui, vous avez raison. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit de faire votre propre famille. Et vous avez le droit d'être heureux, malgré le drame qui a été vécu au sein de cette famille. Oui, j'entends bien ce que vous me dites, tout à fait. Mais c'est ce que c'est ce que j'essaye de faire, de toute façon, croyez-moi. J'essaye de réfléchir. Je suis plutôt quelqu'un de réfléchir dans la vie pour essayer de me poser les bonnes questions et de trouver des solutions. Donc c'est pour ça aussi que je vous appelle. Je me laisse pas abattre non plus totalement. Disons que je suis... je me suis mis dans une espèce de tanière là où je suis, comme qui me protège en fait, et en même temps qui m'affaiblit. Et il va falloir sortir de cette tanière. Alors il y a Marie qui souhaitait vous parler ou intervenir. Vous êtes avec nous, Marie ? Oui, tout à fait. Bonsoir. Merci. Oui, bonsoir à tous. Merci d'avoir pris mon appel. J'ai été vraiment interpellée par l'intervention de ce jeune auditeur et j'ai souhaité réagir puisque je suis en train de vivre cette situation, non pas en termes d'enfants à parents, mais de filiation de sœur à sœur, et avec des enfants aussi qui restent orphelins, et j'entends ces mots d'un jeune homme de plus de 30 ans, et je l'apparente aux réactions de mes neveux qui ont 15 ans. Oui. Et je vois que la peine n'est pas différente selon l'âge, parce que c'est extrêmement violent, c'est d'une violence inouïe Votre sœur Marie donc s'est suicidée, c'est ça ? Oui. D'accord. Oui. Il y a longtemps ?
Oh, c'est très récent encore. Voilà. Et le message que l'on souhaite faire passer justement à ces enfants est que la vie doit être vécue et il va falloir surpasser ces drames de vie, mais prendre ce qu'il y a de plus beau et profiter des tout petits moments et c'est vrai que ce jeune homme me disait j'entendais que la famille avait éclaté, hein, et je voulais simplement le rassurer en lui disant que chacun essayait de réagir avec les armes qui lui sont données et ce n'est pas évident de retrouver une cohésion quand il y a un tel éclatement. Voilà, donc chacun chemine avec le temps qu'il lui faut pour essayer de se rattraper par la suite. Donc je voulais intervenir pour influer, distiller un petit message d'espoir. Merci beaucoup Marie pour ce message d'espoir. Merci. Oui. Je crois que ce qui est le plus difficile justement pour les proches, c'est justement évidemment le drame, le choc, parce que c'est un choc traumatique pour les proches. Oui, les interrogations. Et puis la culpabilité, forcément la culpabilité. Oui. Voilà. Alors que, s'il y a disparition, c'est qu'il y a une véritable douleur et on ne peut rien y faire. Exactement. Donc, ce n'est pas la peine de se remettre toute cette culpabilité. Je crois que, quand on est submergé, on peut basculer. Il faut savoir respecter. Tout à fait. Mais vous le dites avec votre maturité. Je crois que vous avez 50 ans. Et pour des enfants qui n'ont pas cette maturité, c'est beaucoup plus compliqué. On essaie aussi de faire passer ce message, même à des enfants ou des ados, parce que ils sont en mesure aussi d'entendre, pas forcément d'embrasser tout de suite ce genre de réflexion, mais il faut qu'ils l'entendent pour leur reconstruction en tout cas. Oui, c'est important. Oui. C'est très important. Donc rien n'est joué et la vie nous réserve encore de belles surprises. Il faut simplement savoir les saisir. En tout cas, c'est tout ce que l'on souhaite à tout le monde. Merci beaucoup Marie pour cette intervention. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci. Bonne soirée à vous. C'est un beau message, Teddy. Oui, tout à fait, oui. Je remercie énormément Marie de par ce qu'elle vient de dire et souligner, oui, bien sûr. Non, c'est complètement vrai. C'est vrai que c'est difficile de vivre avec ça, parce qu'on a l'impression de porter ça sur la conscience, le suicide. Après, je suis quand même dans une volonté de m'en sortir vraiment. Donc, parce que à la base, je suis plutôt un garçon assez... ça s'entend peut-être pas comme ça au téléphone, mais je suis plutôt quelqu'un d'assez cool, d'assez joyeux et optimiste de nature. Donc c'est pour ça aussi que j'ai clairement l'envie de m'en sortir. Et je ferai tout de toute façon pour m'en sortir. Voilà. À l'heure actuelle, j'ai besoin de partager, d'échanger, de rire, de m'enlever un peu... j'ai hâte d'être en vacances. Il me reste encore une semaine. Et de pouvoir faire le point aussi par rapport à tout ça, clairement, de manière efficace. Et voilà. Bon, vous êtes plein de bonnes résolutions, en tout cas. Oui, mais j'ai vraiment envie de m'en sortir. Je suis pas là pour... j'ai des failles, du fait d'avoir vécu des choses comme ça. Après, effectivement, je dois réagir tout de suite et pour essayer de sauver un peu les choses. Et je pense que malgré tout, je suis encore jeune pour pouvoir clairement réussir les choses. Bien sûr.
Bien sûr. Vous avez encore de très belles années devant vous. J'espère bien. Ouais, regardez sur Internet les sites là. Je vois on propose là par SMS certains sites communautaires. Par région, vous pouvez rencontrer des personnes pour des activités sportives, collectives. Ça aussi, c'est une façon de rencontrer en région quand on se déplace. Il y a des rencontres de marche, des rencontres. Voilà, ça peut être une bonne façon aussi de nouer des relations. Je pense, ouais, on m'en avait déjà parlé, effectivement. Donc oui, ça, je pense que je vais essayer de m'y inscrire. Bon. Et puis voilà, mais en tout cas, s'il y a des auditeurs, auditrices qui veulent me contacter, qui n'hésitent surtout pas. D'accord, on vous fera parvenir les propositions. Voilà, donc ça me fera plaisir de pouvoir discuter aussi et d'échanger, avec tout un tas de personnes bienveillantes et qui ont aussi de bons conseils à donner. D'accord, justement Teddy, ne raccrochez pas, on me dit qu'on a des numéros à vous communiquer. D'accord, donc on se dit nous au revoir, mais on va vous communiquer des numéros pour que vous puissiez faire de jolies rencontres, je l'espère pour vous. Merci, j'espère. Bon, je vous souhaite une belle nuit. Oui, merci à vous aussi, merci beaucoup. Et que vos vacances se passent bien et du mieux. J'espère. Que vous amusiez bien. J'espère, oui. Bon, à bientôt, Teddy. Oui, à bientôt, merci. Au revoir. Au revoir. Pour parler à Sabrina Philippe, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Nous accueillons tout de suite Raphaël. Bonsoir Raphaël. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que vous vouliez intervenir parce que nous avions eu ce magnifique témoignage et pas de courage en tout cas de Marie qui avait décidé de quitter son mari avec lequel elle était depuis 37 ans, et vous vouliez intervenir. Oui. Parce que j'ai été touché par son témoignage, qu'il faut du courage pour partir, même au bout de 37 ans, il faut du courage pour partir dans les conditions qu'elle a vécues. Et puis qu'elle se posait beaucoup de questions par rapport à ses enfants et comment ses enfants allaient vivre la chose. Et je crois que ce qu'il faut qu'elle puisse entendre aussi, c'est que si elle veut aider ses enfants, il faut qu'elle commence par s'aider elle-même. Et que du coup, elle pourra montrer à ses enfants le chemin qu'il faut suivre pour pouvoir se sortir de quelqu'un qui est manipulateur et qui l'a maintenu sous son emprise pendant 37 ans et qui continue certainement à la maintenir sous son emprise. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Vous êtes travailleur social, c'est ça ? Oui. C'est ce qu'on m'a communiqué en tout cas ? Oui, je suis travailleur social et j'ai été confronté à des manipulateurs pervers narcissiques, y compris dans le cadre de mon travail, et je sais qu'il faut beaucoup de temps pour s'en sortir, que l'entourage a souvent tendance à ne pas reconnaître les choses, à ne pas comprendre ce qui se passe, à ne pas voir aussi, parce qu'elle le disait très bien, c'est très insidieux, c'est très caché. Mais par contre, ces enfants ont certainement, et vous l'aviez bien dit, ces enfants sont malgré tout au courant, ils n'ont pas pu ne rien voir pendant tout ce temps-là. Non, c'est impossible. On ne peut pas vivre dans une telle famille sans voir quand même la violence qui se dégage des propos qui sont tenus, en tout cas. Donc forcément que ces enfants ont vu et subi des choses et que c'était juste pour lui envoyer un peu un message en disant que c'est vraiment, si elle pense à ses enfants, il faut qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle commence par s'aider elle-même, qu'elle accepte d'aller voir quelqu'un pour se reconstruire, comme vous le disiez très bien, parce que le chemin de la reconstruction, il passe par là, quoi. Vous êtes travailleur social, vous travaillez dans quelle structure ? Alors j'ai fait plusieurs structures, je travaillais beaucoup là en protection de l'enfance. Oui. Donc auprès d'enfants placés, souvent par le juge des enfants. D'accord. Voilà, mais j'ai travaillé aussi auprès des familles, j'ai travaillé, Donc c'est justement des situations comme celle de Marie, vous en avez rencontré certainement pas mal. Oui, mais y
compris chez les travailleurs sociaux, y compris des pervers narcissiques qui sont aussi à des postes à responsabilité dans nos institutions. Et voilà, pas uniquement dans les familles qu'on suit. Donc c'est des gens qui savent très très bien se montrer en société, qui sont capables de tromper les psys aussi. Oui, c'est exact. C'est là où les gens sont souvent surpris. Mais c'est souvent des gens qui passent très très bien au niveau des psychologues, des psychiatres, et qui savent très bien montrer une facette agréable, attachante. Et moi, pour avoir travaillé dans de multiples institutions, j'ai vu des gens très pervers qui faisaient souffrir les autres et qui passaient leur temps à être bien vus et à être dans le bureau des psychologues parce qu'ils s'entendaient bien avec les psychologues ou avec les psychiatres. Oui, tout à fait. D'où la difficulté justement aussi pour les personnes qui en sont victimes. Oui. Parce que bien souvent, justement, l'entourage ne voit pas, ne voit qu'une personne, un homme ou une femme très plaisant, souvent socialement très accepté. Oui, socialement très accepté, et souvent c'est des gens qui essayent aussi d'avoir des postes où ils ont du pouvoir sur les autres, où ils ont c'est souvent des postes à responsabilité d'ailleurs qui leur donnent du pouvoir sur les autres. Et c'est là où où ça demande du temps et d'apprendre à découvrir aussi que si on a été pris dans une situation comme ça, c'est parce qu'on a des compétences, parce qu'on sait faire des choses, que cette personne-là nous a ciblés à un moment donné et nous a mis le grappin dessus parce qu'on a des compétences, des qualités qu'elle-même n'a pas, et du coup il faut faire tout ce chemin-là et réapprendre ce chemin-là, réapprendre à se connaître ses compétences, ses savoir-faire, ses savoir-être pour pouvoir avancer. Alors le souci, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, Raphaël, c'est que c'est un terme qui a été très galvaudé ces derniers temps, pervers narcissique. On l'a un petit peu trop utilisé à toutes les sauces. Oui. Du coup, pour des personnes qui sont vraiment victimes, comme l'était Marie, c'est un terme qui a parfois été vraiment un peu presque vulgarisé, je dirais. Disons que ça a été, au-delà de vulgarisé, c'est surtout que ça a été utilisé pour des situations qui n'en relèvent pas. Exactement. Et du coup, après, on a l'impression que c'est tout mélangé, que finalement, peut-être que ça serait pas si grave que ça. Exactement. Et le risque et le danger, il est là, c'est que du coup, on se dit, c'est pas si grave que ça, parce qu'on disait ça de telle personne, mais finalement, ce qu'elle faisait, c'était pas grave, et puis ça s'est réglé. Alors que chez le pervers narcissique, faut pas espérer que le pervers narcissique change, quoi. Et c'est souvent là où il y a beaucoup de souffrance, et je trouve que c'est très féminin, si je peux me permettre. C'est que souvent les femmes ont la volonté de pouvoir faire évoluer leur compagnon pour qu'il se sente mieux, pour qu'il aille mieux. Ça existe aussi chez les hommes. Moi, j'ai rencontré aussi des cas d'hommes qui étaient victimes comme ça et depuis de nombreuses années. Oui, non, mais on est d'accord. Et ça existe chez les deux. Mais j'ai souvent vu des femmes qui sont dans cette dynamique-là. Même si, je suis d'accord, c'est pas que féminin, mais du coup, elles s'épuisent et elles passent un temps, une énergie folle. Et elles se brûlent, elles se consument de l'intérieur, et du coup elles savent plus qui elles sont, ni justement ce qu'elles aiment, etc. Parce que elles espèrent tellement pouvoir changer l'autre que du coup elles s'oublient elles-mêmes. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et j'espère d'ailleurs que, parmi les auditeurs, les auditrices, si certains vivent des situations similaires à celle de Marie, qu'ils puissent justement reconnaître cette situation et puis trouver le courage comme elle de partir, parce que c'est la seule chose à faire. Oui, c'est la seule chose à faire, c'est de couper les liens. Vous lui aviez très bien suggéré tout à l'heure d'ailleurs, mais c'est vrai que c'est souvent des gens qui la difficulté, elle le disait très bien Marie, c'est que du coup il essayait de la tenir encore à travers ses enfants, même s'ils sont majeurs, même s'ils sont et à faire rejouer des choses sur les enfants.
pour que éventuellement ça la fasse réagir elle, ou que ce soit les enfants qui prennent le relais, quoi. Donc c'est vrai que c'est important si on peut donner des éléments aux personnes pour qu'elles puissent se sauver au sens premier du terme, quoi. C'est vraiment oui, c'est se sauver vraiment, mais une fois qu'elles se sont sauvées, justement, elles peuvent se reconstruire, et on le voyait bien avec Léa qui avait réagi. J'imagine que vous avez aussi rencontré des personnes qui s'étaient reconstruites. Oui. Oui, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça demande aussi de frapper aux bonnes portes. Et notamment là de se faire aider par des professionnels, de se faire absolument aider par des professionnels, parce qu'il y a des mécanismes qu'on ne soupçonne pas et qu'il faut vraiment avoir un éclairage, professionnel là-dessus, notamment un suivi psychologique. Oui, tout à fait. Léa parlait de secte d'ailleurs, et c'est en effet, il y a ce processus-là qui est assez proche d'endoctrinement, et de soumission. Et comme pour quelqu'un qui sortirait d'une secte, en effet, il faut désensibiliser aussi la personne à tout ce qu'elle a pu subir, cette culpabilité qui la suit toujours. Et qui la ronge de l'intérieur, et qui fait que dès qu'elle veut essayer de sortir de ça, souvent les premiers pas sont difficiles, mais une fois qu'on a fait les premiers pas, après justement l'avantage c'est que ça permet d'ouvrir d'autres horizons, et ça permet de comprendre et d'avancer, même si le chemin n'est pas toujours simple et pas toujours facile. On va vers la lumière, et je trouvais le témoignage justement de Léa qui est intervenue après qui était très intéressant aussi, où on la sentait dans la dynamique, pleine de vie, avec envie de faire des choses, avec envie de redécouvrir, de se redécouvrir, et je trouvais que c'était un témoignage très intéressant. Oui, c'est exact. En tout cas, vous avez l'air passionné par votre travail, Raphaël. Oui. Ça a l'air de vous apporter beaucoup de satisfaction. Oui, ça m'apporte beaucoup de satisfaction. C'est pas un travail qui est simple tous les jours. C'est un travail qui est passionnant quand on veut le faire bien. Mais c'est vrai que je me suis trouvé confronté à des situations aussi très douloureuses, où justement j'ai essayé d'alerter certains de mes collègues sur des situations similaires. Et c'est vrai qu'on n'est pas suffisamment formé, même dans nos métiers, même en tant que travailleur social, on n'est pas suffisamment formé à tout ça. Et Et souvent, je me suis retrouvé un peu tout seul à démontrer des choses, à démontrer des fonctionnements, des dysfonctionnements. Et du coup, on a encore du chemin à faire, je pense, pour repérer ces phénomènes-là et pouvoir donner le plus possible les gens aux moyens de s'en sortir. En tout cas, bravo pour le travail que vous faites, parce que on a vraiment besoin de personnes comme vous. C'est important de le dire. Parce que c'est aussi, vous disiez, vous travaillez avec des enfants, oui, qui sont placés. Et ces enfants ont besoin de vous, en tout cas. Oui, les enfants. Et voilà, j'ai eu la chance, dans ma carrière, de travailler avec des enfants, avec des adultes, avec des jeunes mères, et du coup, jeunes mères, jeunes mères dans le sens où elles ont eu des enfants depuis peu de temps, même si elles ont 40 ans, elles restent des jeunes mères parce que elles viennent d'accoucher ou elles sont enceintes et du coup, c'est vrai que c'est un travail qui est passionnant, qui est très riche. C'est formidable, Raphaël. On reçoit pas mal de SMS là qui en tout cas vous disent respect, Raphaël, bravo pour votre travail. Vous dites, vous avez des bonnes idées, vous dites des choses intéressantes et justes. Donc merci pour votre témoignage, en tout cas, d'être intervenu dans cette émission. Je vous en prie. Ça me faisait plaisir. Ça fait écho à des situations que j'ai connues, y compris sur le plan personnel. Donc voilà. Bon, merci infiniment et je vous souhaite une très belle nuit. Merci, Raphaël. vous aussi. Au revoir. Au revoir. Quelle belle soirée nous avons passée ensemble grâce à vous. Je vous retrouverai lundi et demain pour la libre antenne, ce sera Anne Cazobon. Alors je vous souhaite une très belle nuit.